La saison NBA démarre aujourd'hui. Alors il faut que je fasse mes prédictions parce que c'est hyper important. Il faut que vous puissiez revenir dans quelques mois ici pour dire que j'ai absolument pas raison. C'est un moment important de l'année quand même. Pense à mettre un pouce bleu et on est parti. Et aussi s'il te plaît, pense à t'abonner sur Twitch. On va relancer Hoopstalk. On va faire ça une fois par semaine. J'ai pas encore trouvé quand le faire Hoopstalk. Dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous voulez avoir une émission NBA en live chaque semaine sur Twitch. Dites-moi ça. Yo mon pote, moi c'est Ensin Samy et sur cette chaîne, je te montre le monde du sport comme tu l'as jamais vu. Dans ma vie et aussi dans les ligues que je suis. Aujourd'hui on parle de la NBA. Les prédictions de cette saison, elles vont être très dures à faire. Avec le Covid, l'intersaison est courtée, le nombre de mouvements et il y a certaines superstars qui peuvent peut-être être tradées aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien que James Harden il aille à Philadelphie, franchement ce serait pas mal. Bref, sommaire de la vidéo, je vous le dis simplement, je vais commencer par mes 8 équipes qui vont sortir de l'Ouest et de l'Est avec une petite phrase vous expliquant pourquoi. Et après on va remonter tranquillement vers les trophées individuels que je vais prédire cette saison. On fera Coach of the Year, Executive of the Year, Rookie of the Year, Most Improved Player of the Year, Defensive Player of the Year et bien sûr le MVP. Et aussi le Six Man of the Year, je l'oublie toujours. Pensez à vous abonner et on va démarrer avec les top 8 équipes que je prédis à l'Est. En numéro 8, c'est une équipe qui a beaucoup progressé cette année, qui était une des pires équipes défensives de l'année dernière, les Atlanta Hawks. Avec Bogdan Bogdanovic qui arrive, Rajon Rondo, Clint Capela qui va enfin pouvoir mettre le maillot, Gallinari à l'extérieur. J'aime beaucoup ça, mais j'ai du mal à les voir aller chercher plus haut que le top 8 à l'Est. Parce qu'il y a des belles équipes qui suivent après. Et ils sont toujours horribles défensivement, ils vont être limités par la défense de Trae Young. Donc je pense que ça gagne pas tant de matchs que ça, surtout sur une première année de ce projet. Ça peut finir avec une équipe qui gagne 40 matchs. Numéro 7, l'équipe la moins sexy de la NBA, mais qui performe à mes yeux, c'est les Pacers de Indiana. Alors quand je vois cette équipe, il y a quand même un paquet de gars qui jouent depuis un moment, et s'ils restent en bonne santé pendant toute la saison, franchement, ça va chercher le numéro 7 à l'Est, Victor Oladipo, Miles Turner, Sabonis, et en plus de ça, tu rajoutes un Ty Warren qui était complètement chaud dans la bulle. J'aime beaucoup ce collectif. Pour moi, ça va être une équipe difficile à jouer chaque jour, et je pense que ça gagne juste un petit peu plus de matchs que les Hawks. En numéro 6, avec le départ de Ibaka et de Gasol, je pense que les Raptors perdent pas mal de choses avec eux, avec ses leaders, avec leur impact défensif, mais ils arrivent quand même en numéro 6, porté par Pascal Siakam et un retour de Fred VanVleet qui a été signé à un gros contrat, et Dieu merci qu'il n'a pas fini chez les Knicks. Vous savez que je peux pas faire une vidéo sans faire un petit tacle vers les Knicks, c'est pas possible. Numéro 5, mon équipe favorite, les 76ers à l'Est. Une excellente intersaison pour effacer les erreurs du passé. Daryl Morey qui vient tout de suite et qui change un petit peu tout. On espère un trade pour James Harden. Alors certains ne sont pas fans de l'idée chez les 76ers. Moi je signe pour ça tous les jours. Si on doit lâcher Embiid, je suis très content. Si on doit lâcher Simmons, je suis un petit peu moins content. Mais je suis quand même content si on réussit à choper James Harden. Mais c'est pas le sujet. L'équipe a rajouté du shoot avec Seth Curry, Danny Green, Dwight Howard leadera un petit peu la deuxième escouade défensivement. Je pense que cette équipe, si la mayonnaise prend, elle peut aller beaucoup plus haut que 5. Mais on connaît l'inconstance de Philadelphie, je peux pas les mettre plus haut. Numéro 4, alors cette équipe, c'est l'équipe qui a le plus oscillé, qui est montée le plus haut et qui est descendue le plus bas. Les Celtics. À mes yeux, les Celtics, ils pourraient finir top 2 très facilement, mais je vais les mettre en numéro 4, mené par Jason Tatum et Jaylen Brown. Le problème, c'est que Kemba Walker blessé jusqu'à mi-janvier, j'ai cru voir. Donc ils seront un petit peu limités à ce poste de playmaker. Mais derrière, j'aime beaucoup l'addition de Tristan Thompson. Je pense que ça va leur ajouter un peu un impact au rebond, sur la défense. Et avec les équipes qu'il y a au-dessus, j'aurais bien aimé mettre les Celtics plus haut que 4. Mais j'y arrive pas. En numéro 3, je vous parlais d'équipe qui va beaucoup bouger. Les Nets, ils ont beaucoup bougé aussi dans mon classement. C'est boom or bust. Mais avec le talent de KD, avec le talent de Kyrie, je peux pas les mettre plus bas que numéro 3. Je pense vraiment que cette équipe, ça va fonctionner. Il y aura peut-être un petit moment en début de saison où il va falloir que la mayonnaise prenne, entre guillemets. Mais je pense totalement qu'avec le talent qu'ils ont dans cette équipe, ils ont même réussi à re-signer Joe Harris, ce que j'ai trouvé absolument ouf. Ils ont beaucoup de shooting. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont un banc génial. Et si KD est vraiment en forme, comme tous les reports disent, ils finissent top 3 à l'Est. C'est pas possible qu'ils finissent ailleurs que top 3 à l'Est. En numéro 2, je vais mettre le Heat. Le Heat, faut se rappeler, ils ont fini que 5e en saison régulière la saison dernière. Alors peut-être que je les surestime un petit peu sur une saison régulière. Mais ce que je sais, c'est qu'ils seront extrêmement bien coachés. Ils défendront extrêmement bien. Et surtout, ils ont des excellents shooters à distance. Pour moi, ça c'est une recette pour être très consistant à l'Est. Gagner beaucoup de matchs. Et surtout, on a des Tyler Hero, des Duncan Robinson,
des Goran Dragic qui ont fait des performances absolument ouf en playoff, qui vont un peu pouvoir pérenniser sur la saison régulière. Et en numéro 1, il faut absolument mettre les Bucks avec le MVP, le double MVP, Giannis Antetokounmpo, qui revient. Il n'y a aucune raison que Giannis ne réplique pas ses performances. Il a un vrai superstar playmaker avec lui, avec Jrue Holiday. Chris Middleton est toujours là. Alors on a un peu plus de doutes sur le banc, mais à mes yeux, avec Budenholzer et son coaching qui marche très très bien en saison régulière, il n'y a aucune raison qu'il ne chope pas le premier seed en playoff à l'Est. Mais c'est pas sur ça qu'il va être jugé, Giannis Antetokounmpo. Mais on parlera de ça quand on prédira les playoffs. Maintenant, on va passer du côté de l'Ouest sur mes prédictions des 8 équipes de l'Ouest. Et je tiens à dire une chose extrêmement importante. J'ai fait mon tableau des 8 à l'Ouest. Et avec ce tableau des 8 à l'Ouest, je finis avec les Warriors qui finissent 9e. J'arrive pas à mettre les Warriors dans le top 8. Mais donc, si jamais ça arrive ça, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Si jamais ça arrive, qu'on finit avec les Warriors qui finissent 9e à l'Ouest, est-ce qu'on peut encore dire que Steph Curry il est top 5 joueur en NBA ? J'ai du mal. En fait, j'adore Steph Curry. Pendant ces années où il était, où il dominait la NBA, j'adore ce qu'il fait. Meilleur shooter de tous les temps à mes yeux, il n'y a aucun souci de débattre là-dessus. Mais par contre, si tu es un top 5 joueur en NBA, tu dois pouvoir porter ton équipe en playoff. Que l'Est soit dur, que l'Est soit impossible, que tu aies Klay Thompson qui est blessé. Franchement, avec l'équipe qu'il a autour de lui, Stephen Curry, avec le Danny Green, avec le Kelly Oubre Jr., Andrew Wiggins et avec les jeunes qu'il a autour. Alors oui, tu vas pas aller dans le top 4 de l'Ouest, mais si tu es un top 5 joueur en NBA et que tu es présent toute la saison, je parle pas d'une blessure, s'il est blessé c'est carrément autre chose, mais si Steph est présent toute la saison et que c'est un top 5 joueur en NBA, il devrait tirer cette équipe en playoff. Moi, je me dis, il devrait tirer cette équipe au playoff. Il a été MVP unanime, s'il est aussi dominant que ça, tire ton équipe en playoff. Et je pense que je vais être un petit peu dur sur Steph Curry si jamais je vois qu'il n'amène pas son équipe en playoff. Alors oui, il est plus petit que les LeBron, que les Giannis, il est moins impactant défensivement, ceci, cela, mais si on le met dans un top 5 des joueurs NBA, c'est pas malgré sa taille. On ne lui met pas des points bonus parce qu'il fait 1,85. Non, on le met parce que c'est vraiment un joueur top 5 NBA. Et si c'est vraiment un joueur top 5 NBA, tu tires ton équipe en playoff. Même si tu as un peu moins d'armes que les autres. Voilà, c'est un petit aparté, je sais que ça va durer un petit peu de temps. On va passer au top 8 de l'Ouest. Donc le numéro 8 qui passe juste au-dessus des Warriors, c'est les Suns. Les Suns qui ont fait une excellente performance lors de la bulle, qui rajoutent Chris Paul là-dedans. Je pense que Devin Booker et DeAndre Ayton vont tirer leur niveau vraiment vers le haut grâce à l'ajout de Chris Paul. Chris Paul, où qu'il soit allé en carrière, c'est des équipes qui ont augmenté leur total de victoires. Donc je pense qu'ils tapaient à la porte des playoffs. La saison dernière, ils ont rajouté Jay Crowder en plus de ça. Ils vont rentrer en playoff cette année. Numéro 7, c'est vraiment très bas si James Harden est présent, mais je pense que c'est là où les Rockets s'arrêtent. Si jamais James Harden est présent sur la saison, avec les problèmes que les débats de trade ont créés, peut-être que la cohésion d'équipe est impactée. On fait revenir un John Wall qui revient de blessure, on fait revenir un DeMarcus Cousins qui revient de blessure, et j'ai l'impression que DeMarcus Cousins il va jouer un rôle important pour ces Rockets. On a même un PJ Tucker dans son coin qui a l'air de pas être très content, Robert Covington qui est parti. Franchement, je vois pas plus haut qu'une place numéro 7 à l'Ouest pour les Rockets. James Harden peut me faire mentir s'il est présent et qu'il est dans son bag, vous savez comment il est quand il performe. Mais je vois pas plus haut que numéro 7 parce qu'il y a des équipes qui ont vraiment progressé cette saison en NBA, enfin cette intersaison. En numéro 6, j'ai Luka Doncic qui sera un petit peu parmi les candidats au titre de MVP avec Kristaps Porzingis à 100% sur cette saison. Quand on a pu voir, surtout dans la bulle, le duo Doncic-Porzingis, ils font chier des grosses équipes. Ils embêtent des grosses équipes avec un Josh Richardson qui rajoute vraiment de la défense. Alors ça m'embête un peu sur cette équipe de perdre Seth Curry, mais je pense que Luka Doncic va vraiment s'améliorer dans cette équipe. Il va mieux performer avec Kristaps Porzingis et je pense qu'il tire son équipe jusqu'au numéro 6 en playoff. Numéro 5, je vais du côté de Denver. Denver, j'aurais bien aimé les mettre plus haut, mais Denver, avec Jeremy Grant qui est parti, Michael Porter Jr. va prendre vraiment un step up et je ne doute pas de Michael Porter Jr. offensivement, je doute de lui défensivement. Jeremy Grant, c'est lui qui défendait à l'extérieur sur les superstars. Il était très bon pour faire ça et j'ai juste un petit peu de doute sur cette défense extérieure de Denver. Je pense que ça va leur coûter quelques matchs et je suis juste très chaud sur les autres équipes que je vais citer après. Numéro 4, je remets un ticket de loterie sur le Jazz. La saison dernière, j'étais très chaud sur le Jazz et l'expérience Mike Conley n'a pas fonctionné aussi bien que prévu. Alors en fin de saison, ils ont été très chauds. En playoff, ils ont été chauds. Ils ont même fait peur aux Denver Nuggets.
Je parie sur encore une année où Donovan Mitchell se développe. Rudy Gobert vient de signer son énorme contrat. D'ailleurs, pense à t'abonner, on va faire une vidéo là-dessus que je vais sortir dès demain parce que je veux parler de son contrat. Bogdanovic revient avec moins de pépins de santé que l'année dernière. Je pense que le Jazz, ça peut vraiment s'en sortir et aller chercher son numéro 4. Le potentiel qu'on a vu la saison dernière, je pense qu'il se concrétise cette année. Et en numéro 3, oui, j'ai tiré aussi haut les Blazers de Portland. Excellente intersaison, faire revenir Carmelo Anthony, faire venir Robert Covington, Derrick Jones Jr. Défensivement, on va avoir vraiment des players qui peuvent aller embêter les stars à l'extérieur, à l'ouest. Avec Nurkic qui fait toute la saison à l'intérieur, avec Dame Lillard et CJ McCollum qui sont All-NBA, All-Star comme vous le voulez, moi j'ai beaucoup de bons sentiments sur cette équipe. Ils sont enfin en bonne santé, ils ont montré des belles choses dans la bulle, je pense qu'ils peuvent aller embêter beaucoup d'équipes chaque soir parce que jouer à Portland c'est toujours difficile. Et ensuite bien sûr en numéro 2 et numéro 1 on va du côté des équipes de Los Angeles. Moi je pense que Paul George va redorer son blason et tirer cette équipe vers le numéro 2 à l'ouest. Les Clippers vont aller s'incliner face aux Lakers pour la conquête de la première place à l'ouest. Mais je pense que quand je dis que Paul George va tirer cette équipe, bien sûr Kawhi Leonard est le leader, mais je pense que Paul George en saison régulière il va vraiment faire des belles performances. On va un petit peu oublier le Pandemic P, le Playoff P et il va être un petit peu plus le leader de cette équipe. Si un Kawhi Leonard prend des petites pauses, si un Kawhi Leonard se rythme pendant la saison régulière pour être au max pendant les playoffs, je pense que Paul George il va se donner à fond pendant absolument toute la saison. Et il y a moyen qu'on voit des excellentes performances et que sur les réseaux, on soit en train de dire « Ah, Paul George, on l'a sous-estimé, on lui a manqué de respect, nanani, nanana ». Je pense que c'est ce qui va arriver parce qu'il y a un petit peu moins de puissance offensive sur cette équipe avec Montrezl Harrell qui est parti. Et du coup, on va tirer un petit peu plus de jus de la part des superstars des Clippers, mais ça s'arrête quand même à la deuxième place à l'ouest. Et forcément, les Lakers tirent la première place. Les Lakers, meilleure équipe de l'ouest pour moi de loin. Marc Gasol, l'ajout défensif de Marc Gasol, pour moi, il est hyper intéressant. Alors ça va moins contrer de ballon à la Javel McGee, Dwight Howard parce que moins athlétique, mais défensivement niveau position, possible que cette équipe des Lakers soit encore meilleure que l'année dernière avec un Dennis Schroeder qui lui aussi est un chien en défense. La seule chose que j'aime moins c'est le départ de Rajon Rondo, mais cette équipe elle est ultra cohérente. Ils ont les deux meilleurs joueurs à l'ouest. À mes yeux, c'est simplement vrai. Ils ont les deux meilleurs joueurs à l'ouest dans la même équipe et ils vont tirer le number 1 seed à nouveau du côté des Lakers. Bon, voilà, c'est bon pour les prédictions des top 8. Là maintenant, vous allez dans les commentaires, vous m'écrivez chacun vos top 8. Vous avez le droit de m'insulter si votre équipe, elle est sous-cotée ou sur-cotée. Allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas peur. Moi, je vous réponds. Promis, je vous réponds. On va faire les trophées individuels rapidement. Alors, simplement, je vous donne mes favoris pour les trophées individuels, entre guillemets, moins populaires. Par exemple, on va parler du Executive of the Year. Le Executive of the Year, pour moi, il va se jouer entre deux personnes, deux grandes personnes du basketball. Rob Pelinka des Lakers qui a fait une excellente intersaison. Si jamais les Lakers finissent encore premiers à l'ouest, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas ce titre d'Executive of the Year. Et de l'autre côté, ce serait Daryl Morey du côté des 76ers. Daryl Morey qui arrive chez les 76ers, en 3 semaines, il règle tellement de problèmes, il sort des gros contrats, il amène du shooting, les problèmes, le cul-de-sac dans lequel le process s'est mis, il a absolument tout déblayé. Et donc bravo à lui. Peut-être qu'avec des 76ers qui sortent 3e à l'Est, peut-être que c'est lui qui tire ce titre d'Executive of the Year. Coach of the Year, j'ai envie de le donner à deux équipes qui vont peut-être être tirées vers le haut. Je pense que l'arrivée de Chris Paul et la motivation qu'on a des Suns depuis la dernière bulle, Monty Williams, avec la cohésion qu'il a avec Chris Paul, parce qu'il a déjà coaché Chris Paul, je pense qu'il peut devenir ce coach de l'année. Si jamais les Suns prennent un bon jump en victoire, peut-être que c'est Devin Booker qui mène la ligue en scoring, et peut-être qu'on se retrouve avec cette équipe qui est très belle et très bien coachée. Monty Williams, c'est lui mon favori. La deuxième personne que je vais mettre en deuxième favori, je le mets un petit peu en dessous de Monty Williams, ça va être Steve Nash. Steve Nash qui arrive, rookie head coach, mais rookie head coach qui va coacher des bijoux. Il est très bien entouré avec Mike D'Antoni. Amar'e Stoudemire même fait partie de la clique. On a l'impression de revenir à l'époque des Suns. Et avec une équipe qui va tourner autour de KD, autour de Kyrie. Si le jeu n'est pas trop axé autour de l'ISO, si on voit un beau basketball qui flue bien, peut-être qu'on voit une autre révolution offensive, peut-être que ça shoot encore plus vite du côté des Nets. J'ai envie de me dire que Steve Nash, il est en bonne position pour avoir très chaud très vite si ça marche pas, mais aussi prendre beaucoup d'amour de la part des médias et être
coach de l'année du côté des Nets. On va enchaîner avec les prochains trophées. Le trophée de MIP, à mes yeux, c'est le plus dur à prédire, et parce que simplement, hein, des gars comme Bam Adebayo, des gars comme Devonte Graham, je les voyais de loin, mais je les voyais pas faire un aussi gros jump comme ils ont pu faire l'année dernière. Brandon Ingram a pris ce titre. Complètement mérité. Brandon Ingram, c'était peut-être un petit peu plus visible. Donc là, je vais balancer quelques noms. Donnez-moi vos avis dans le chat. Le MIP, c'est difficile à prédire, donc je me mets pas de pression là-dessus. J'ai quelques noms pour vous. Alors j'ai 2 noms que j'aime beaucoup. DeAndre Ayton, parce que n'importe quel pivot qui joue avec Chris Paul, il s'améliore. Et je pense que DeAndre Ayton, il a vraiment beaucoup de capacités offensives. En dehors de simplement attraper des lobes, il va vraiment être mis dans la meilleure position pour performer autour de Devin Booker et surtout Chris Paul. Donc j'ai envie de le mettre en tant que top 1 player qui peut s'améliorer. Et derrière, j'ai mon chouchou pour ce titre, mais j'ai l'impression que je vais être derrière lui jusqu'à ce qu'il le gagne, ce titre de MIP. C'est Lonzo Ball. Lonzo Ball, il a reçu des éloges de la part de JJ Redick qui a dit que son shoot est absolument excellent dernièrement. Alors moi, je suis très content pour Lonzo Ball. Il s'est amélioré en shoot pendant toute sa carrière NBA. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus percutant à la pénétration. Quand il va au panier, il est très mou, il est très soft, Lonzo Ball, quand il va au panier. Il a ce gift de la passe. C'est un excellent passeur comme son frère Lamelo, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais s'il peut être un petit peu plus percutant, s'il peut shooter un petit peu mieux, il a vraiment de quoi aller chercher ce titre de MIP, surtout que Jrue Holiday n'est plus là. On enchaîne avec quelques noms, parce que c'est le MIP, j'ai le droit de vous donner un peu plus de noms. Christian Wood, bien sûr, un des favoris de beaucoup de gens du côté des Rockets, avec l'indécision sur le côté de James Harden. Si jamais James Harden il part, Christian Wood, il va avoir beaucoup plus le ballon en main, et il va beaucoup plus performer. La saison dernière, il faut se rappeler, quand il était titulaire du côté de Détroit en fin de saison, c'était 22 points et 10 rebonds par match. Il est très bon, Christian Wood. On n'entend que des bonnes choses de sa part, de la part des médias, de la part des joueurs, de la part des personnes qui ont joué autour de lui. Il a dû faire quelques équipes pour trouver son rôle. Maintenant, chez les Rockets, on a l'impression qu'il est prêt à performer. Et on enchaîne avec 2 un petit peu favoris à ce titre. Shai Gilgeous-Alexander, bien sûr, qui va prendre les rênes du côté d'OKC. Ça veut dire beaucoup plus de shoot, ça veut dire beaucoup plus d'exposition aux médias, ça veut dire beaucoup plus de performance à 30 points. Il a tout ça pour lui. Il est très jeune. Il est très important pour le marché de Oklahoma City. Donc oui, il va être favori. Et derrière, il y a Michael Porter Jr. qui va devoir un petit peu prendre plus de place avec le départ de Jeremy Grant à Denver. Je crois en Michael Porter Jr. Je pense vraiment qu'offensivement, ça peut être un très bon joueur. Défensivement, c'est encore à prouver. On passe au Six Man of the Year. Mon favori, il est du côté des Nets, parce que derrière Kyrie Irving, il y a un joueur qui pourrait être un titulaire dans une équipe NBA et tellement à l'aise. Il n'est pas censé être un Six Man of the Year l'année prochaine. Je vous parle de Spencer Dinwiddie. Je pense qu'il va sûrement quitter cette équipe si jamais Kyrie est toujours dans la team la saison prochaine. Spencer Dinwiddie, il va aussi profiter du fait que Kyrie il se blesse souvent, donc c'est plus de temps de jeu pour lui, c'est plus d'occasion de montrer ce qu'il vaut, et je pense qu'il va bien briller avec la seconde escouade des Nets. Lui, c'est mon favori. Derrière, je vous donne quelques noms. Montrezl Harrell, le Six Man of the Year de l'année dernière, s'il sort du banc du côté des Lakers, je crois que c'est ce qui est prévu. L'année dernière, c'était un joueur à 18 points, 9 rebonds. Je pense que offensivement, il va être très important pour les Lakers s'il mène vraiment la deuxième escouade. S'il est sur le terrain lorsqu'il n'y a ni AD ni LeBron, je pense que le scoring, il va surtout venir de sa part et de Dennis Schroeder. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de choses de sa part. Donc, lui aussi, bien sûr, il sera parmi les favoris du Six Man of the Year. Lou Williams, bien sûr, c'est toujours un candidat pour le Six Man of the Year. Et j'ai rajouté Jordan Clarkson. Et on rentre sur les 2 gros trophées hyper importants. Alors, on va faire les candidats de bas en haut pour finir avec mon candidat pour les Defensive Player of the Year. On commence avec le Defensive Player of the Year. Bien sûr, Rudy Gobert, il va faire partie de ce groupe de joueurs. Bien sûr, Bam Adebayo va faire partie de ce groupe de joueurs. Bien sûr, Giannis Antetokounmpo va faire partie de ce groupe de joueurs. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un d'autre cette année. Cette année va avoir un petit peu plus de pression sur Ben Simmons. Ben Simmons, déjà l'année dernière, c'était le joueur numéro 1 en interception, et il défend les 5 postes à l'Est, avec un retour de KD, avec un Giannis Antetokounmpo, avec les Pascal Siakam, avec tous ces joueurs, toute cette palette large de joueurs à défendre. Je pense que Ben Simmons, il a beaucoup d'exposition médiatique et il a beaucoup de capacité de montrer des flash plays, des gros plays. Il va pouvoir contrer des gars, il va pouvoir faire beaucoup d'interceptions et ça impacte beaucoup la vie des médias, ces flash plays. Et Ben Simmons, voilà, c'est mon favori pour ce titre. L'année dernière, il était First Team All-NBA. C'est parce que les joueurs savent et les joueurs reconnaissent ce gars, il peut défendre les 5 positions. Et à un moment, je pense qu'il va en tirer un Defensive Player of the Year pendant sa carrière. Et je pense que c'est cette année. On finit avec le titre de MVP, le titre le plus important. Et j'ai une théorie assez simple sur le titre de MVP.
Alors déjà, le titre de MVP, c'est beaucoup mené par le narratif, par ce qu'il y a dans les médias, l'histoire de cette saison. On ne peut pas donner un troisième titre de MVP à Giannis Antetokounmpo en gardant un narratif frais, en gardant un narratif qui va intéresser les fans. La NBA ne fait pas trop ça, surtout que Giannis, voilà, il s'est incliné en playoff plusieurs fois. Son image est entre guillemets ternée. On a besoin de le voir gagner en playoff. Là, le narratif va être contre Giannis Antetokounmpo. Avant, c'était la jeune star qui montait, qui était dominante. Maintenant, le narratif est contre lui. Alors, il n'y a aucune raison qu'il ne prenne pas autant de stats que la saison dernière. Il a fait une saison absolument ouf. Je retire absolument rien de ça. Et ça se trouve, il va répliquer exactement les mêmes performances, le même nombre de victoires. Il n'y a absolument rien contre ça. Mais je pense que le narratif va être contre lui. Alors maintenant, le narratif, il va aller vers des gars qui vont forcément faire gagner leur équipe. Pour être MVP, il faut faire gagner sa team. Ou alors faire une saison lunaire comme Russell Westbrook en triple-double. Mais donc, en général, il faut faire gagner ton équipe. Et donc, quelles équipes vont gagner, dominer et avoir un gars qui va beaucoup porter le ballon? Moi, j'ai envie d'aller du côté des Nets et des Lakers. Nets et les Lakers, et je ne vais pas du côté de LeBron James quand je parle des Lakers. Pour moi, les deux meilleurs candidats au titre de MVP, c'est KD et Anthony Davis. Anthony Davis, il va devoir un petit peu plus porter cette équipe offensivement des Lakers. Je pense que LeBron James va lui mettre encore un petit peu plus de ballon. Je pense que c'est son objectif de lui donner le titre de MVP. Et du côté de KD, il a vraiment le narratif derrière lui. Si jamais KD revient et offensivement, il te plante un 27, 28, 29 points par match comme il a l'habitude de le faire, le narratif va être complètement derrière lui. Parce que la NBA a besoin de KD, la NBA a besoin de cette superstar, cette super force qui va un peu contrebalancer LeBron du côté de l'Est pour vendre vraiment un big game si jamais ils finissent ensemble en finale, KD versus LeBron. Et donc du coup voilà, je pense que ces deux forces vont être poussées par les médias, par le narratif et aussi par leur talent bien sûr. KD et AD, je vais simplement aller du côté d'Anthony Davis. Je pense que les Lakers vont facilement finir premier à l'Ouest. Anthony Davis va faire une belle performance de points, de rebonds, sûrement parmi les meilleurs défenseurs de l'année. Donc voilà, je pense que ça va être du côté de Anthony Davis pour le titre de MVP. Allez-y, c'est le moment de débattre, balancez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur les 8 à l'ouest, les 8 à l'est. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi sur le sujet de Steph Curry en tant que en tant que top 5 joueur de NBA? S'il manque les playoffs, est-ce qu'on est toujours sur un joueur qui est top 5 en NBA ou pas? Continuez le débat. Poussez l'info NBA comme ça dans les commentaires et j'aimerais bien qu'on revienne dans quelques mois sur ces prédictions, qu'on voit ce qui est bon, qu'on voit ce qui est moins bon, sans vraiment venir tacler, parce que je vous vois les gens qui viennent tacler quelques mois après. Et voilà, c'était une vidéo pour prédire la saison NBA. J'espère que vous l'avez kiffé, j'espère qu'on va kiffer cette saison NBA, qu'elle va pas être interrompue à cause du Covid. Pense aussi à t'abonner sur Twitch, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Hoopstalk reprendra, on va définir un petit peu la fréquence ensemble. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert.